Une nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Isbat Biotchane a prêté serment la semaine dernière en tant que première présidente de la Cour des comptes de la République du Bénin pour un mandat de 5 ans. À suivre dans cette édition, le député Gérard Benonchi, président de la Commission des finances et des échanges, qui rappelle les missions de cette haute juridiction. La session 2021 du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 mai au lycée technique de Pandéou. Le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique, Kapo Maounion, a procédé au lancement officiel. 7e journée de la Super League Pro. Fin de série noire pour Audio FC qui a battu à domicile Beke FC 2 buts à 1. À nouveau, bonsoir. La session 2021 du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 mai au lycée technique de Pandéou. Le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique, Kapo Maounion, a procédé au lancement officiel. Le directeur du lycée Nassarat Augustin évoque les conditions particulières prises dans l'organisation de cette édition au micro de nos reporters. Pour croyant que je suis, quand on commence un examen, je ne vais pas souhaiter qu'il y ait des dégâts. C'est suivant les spécialités. Il y a certaines spécialités qui vont faire 3 jours, d'autres vont faire 4 jours. On ne peut pas rentrer sans masque. Non. Ça veut dire qu'on a exigé le port des masques dans le centre. Si le candidat n'a pas son masque, il ne peut pas avoir accès dans le centre. C'est pareil pour les suivants de salle aussi. Autre mesure, nous avons disposé des lave-mains. Et puis les gels hydroalcooliques aussi qu'on a envoyé dans les salles de composition. Pour, si ce n'est pas vous perturber, nous on a même l'idée de fabriquer des tables, chaises dans beaucoup de salles. Les salles qui ont des tables bandes ne sont pas très nombreuses et on a tenu compte de la période des problèmes sanitaires qui sont d'actualité pour disposer les candidats en conséquence. La première fois que nous abritons le CAP industriel dans ce lycée, et le ministre nous a fait l'honneur de venir lancer officiellement les épreuves ce matin. Isbat Biotchane a prêté serment la semaine dernière en tant que première présidente de la Cour des comptes de la République du Bénin pour un mandat de 5 ans. Beaucoup de Béninois se réjouissent de cette opérationnalisation tant souhaité de cette cour qui constitue un outil de répression contre la corruption et contre la prévarication des deniers publics. Reçu sur l'émission L'invité du dimanche 9 mai dernier, le député Gérard Benonchi, président de la Commission des finances et des échanges, a eu à rappeler les missions de cette haute juridiction. Suivons ensemble. Alors, la Cour des comptes, dans la définition qui est la sienne dans la loi organique portant Cour des comptes, c'est la juridiction supérieure en charge de la gestion donc, des finances publiques. Si je vais le dire avec précision, c'est dans l'article 3 qui dit que la Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou qui bénéficient des fonds publics. Donc, elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Quand on parle de contrôle de finances publiques, qu'est-ce qu'on dit concrètement? Quand on dit le contrôle des finances publiques, oui, c'est ça. C'est le gendarme qui est responsabilisé pour veiller à la bonne utilisation des fonds publics. Donc, vous savez que l'argent public, c'est l'argent de nous tous. C'est pour ça qu'on l'appelle l'argent public, les fonds publics. Et quand
un organisme bénéficie de fonds publics, la Cour des comptes est le gendarme qui veille à ce que ces fonds soient bien utilisés. Elle est juge du contrôle de la gestion des entreprises publiques. Ça veut dire qu'elle veille à ce que les entreprises publiques soient bien gérées afin qu'il n'y ait pas fuite de recettes ou qu'on n'utilise pas les fonds publics à des fins autres que ceux auxquels elles sont destinées. Donc, vu sous ce regard, vous savez que c'est un dispositif important, c'est une institution qui joue un rôle important dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la prévarication, dans la lutte contre les détournements, pour que l'argent public soit bien géré. Alors, mais depuis longtemps, est-ce que, vous savez que cette cour n'existait pas. Il y avait la chambre administrative, une chambre administrative logée à la cour, à la cour suprême qui faisait office de cela. Donc c'était une chambre. Cela ne permettait pas que cette institution puisse donc jouer véritablement le rôle qui est le sien, disposer donc de tous les attributs, de tout le personnel qu'il faut pour pouvoir jouer ce rôle. Et vous savez que pendant longtemps, le Bénin est resté en arrière, à la traîne. Parmi les pays de l'UEMOA, le Bénin était le seul pays à ne pas disposer de Cour des comptes, malgré que cela était prévu, que dans tout, selon les directives de l'UEMOA, que tous les pays membres de l'UEMOA puissent disposer de Cour des comptes. Le Bénin n'en avait pas. Et c'est pour cela qu'on a été mis en exergue dans la communauté régionale, sous-régionale, pendant longtemps. Et c'est à la faveur donc de la révision de la Constitution, de la retouche de la Constitution en 2019, que le législateur en a profité. Ça a été même une des recommandations donc, du dialogue national politique qui a eu lieu, qui a demandé que lors de la retouche de la Constitution, qu'on institutionnalise, qu'on constitutionnalise la Cour des comptes. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand ça a été fait, il faut, pour que cela devienne opérationnel, prendre une loi organique. Et la loi organique, c'est la loi qui définit les missions et organise le fonctionnement donc, de cette cour. Et c'est à la faveur donc, de la loi 2020-38 que nous avons donc eu à piloter à l'Assemblée nationale, qui est une loi, projet de loi qui a été donc attribué quant au fond à la Commission des lois et quant à la forme à la Commission des finances, donc à deux, la Commission des lois et la Commission des finances. Nous avons piloté ce dossier jusqu'à maturité, a produit le rapport qui a été passé et puis la loi a été votée. Désormais, pour que cela prenne corps, il faut que le président de la République nomme donc son président. C'est ce qui a été fait récemment et un certain nombre de décrets d'application pris pour permettre que cette institution puisse bien fonctionner. Suivons à nouveau l'honorable Gérard Benossi qui rappelle la place qu'occupe la Cour des comptes au sein des institutions de la République. Au vu des dispositions de la loi organique, tout est prévu pour que cette Cour puisse jouer pleinement son rôle. En dehors du rôle de contrôle des deniers publics, de la bonne gestion des ressources publiques, des finances publiques que je viens de dire, cette Cour est aussi en quelque sorte conseillère technique de l'Assemblée nationale, en ce sens que lorsque l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, a besoin donc de bras techniques, de bras opérationnels, la loi lui permet donc de saisir la juridiction financière qui est la Cour des comptes pour lui assigner certaines missions de vérification de comptes publics, d'entreprises publiques, et de lui faire le rapport. Et sur la base de ce rapport, l'Assemblée nationale donc, peut donc prendre des décisions appropriées. De la même manière, la Cour systématiquement, comme on l'a dit, qu'elle est la plus haute juridiction en matière financière, chaque année, elle vérifie le contrôle de l'exécution de la loi des finances. C'est pour cela que la Cour doit disposer du personnel. Vous savez que quand on dit l'exécution de la loi des finances, donc tous les ministères sont allocataires de ressources publiques. Et comment ces ressources sont gérées?
il y a des organismes publics, il y a l'ensemble des communes du Bénin qui bénéficient des ressources publiques à travers les fonds FADEC et autres, et les différents appuis, tous les projets, programmes de l'État qui bénéficient des ressources publiques. Comment est-ce que ces fonds sont gérés? Donc c'est la responsabilité de la Cour des comptes de veiller à ce que ces fonds-là soient bien gérés. Donc à ce titre, la loi permet à ce que la Cour dispose de personnel compétent. Ce n'est pas seulement quand on dit que c'est une juridiction, la plus haute juridiction, vous regardez déjà qu'on fait allusion à des magistrats, mais ici, la différence, c'est que cette juridiction parle de finances publiques. Et qui parle de finances publiques, parle de deniers, parle d'argent, parle des finances. Donc, il ne s'agit pas de magistrats de l'ordre judiciaire, simplement, mais il s'agit de magistrats financiers. Donc, des juges qui ont aussi des compétences en matière financière. Et c'est prévu. Le champ est large. Si vous voyez, tous ceux qui peuvent travailler, qui peuvent être des auditeurs au sein de ces cours, c'est une large stock de personnel à partir des experts comptables, des financiers, des diplômés en matière de finances, des diplômés de l'administration des douanes, des diplômés de l'administration du trésor, donc des diplômés de l'administration budgétaire. Donc toute cette gamme variée peuvent faire office d'auditeurs au niveau de la Cour, et l'État, par le ministère de la fonction publique, recrutera cet ensemble de personnel qu'il mettra à la disposition de cette juridiction pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de gardien de la bonne gestion des ressources publiques et pour participer ainsi efficacement à la lutte contre la corruption. Vous savez que cette lutte contre la corruption est un des chambres de prédilection du champ de la rupture. Je veux nommer le président Patrice Talon depuis son avènement. Il fait de la... C'est pas partagé partout, d'autres qui estiment qu'il n'y a que les opposants qui vont en prison. Et vous avez cette impression vous-même? Je ne pense pas. Parce que vous voyez, je sais que vous savez que beaucoup de mouvanciers sont allés en prison. Je ne vais pas citer de noms, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans le pays, vous avez l'information. Vous pouvez peut-être en citer pour ceux qui nous suivent hors du territoire national, qui peut-être n'ont pas cette information, de savoir que X, Y, Z sont des soutiens de Patrice Talon et qui se retrouvent en prison. Non, mais moi, je n'ai pas besoin, d'en citer. Les gens hors du Bénin estiment que c'est le rôle de vous, les journalistes, de vous, les hommes de la presse, de donner des noms. Vous, acteurs politiques aussi, vous pouvez aussi dire que... Moi, je ne veux pas stigmatiser, mais tous les Béninois savent que nous avons beaucoup de proches de chefs de l'État qui ont été soupçonnés dans des affaires de malversation, mais qui ont été tout de suite envoyés en prison. Certains sont sortis après parce que blanchis. Vous voyez, c'est cela. Donc, le règne de l'impunité n'est plus de mise au Bénin. Et ce n'est pas seulement dans le camp des oppositions, de l'opposition. Vous savez, ceux de l'opposition, dès qu'il y a un soupçon sur un d'entre eux que la justice a besoin d'eux, ils détalent, ils s'enfuient, ils s'en vont se réfugier à l'extérieur et ils se mettent sous le manteau d'exilés politiques. C'est ça. Mais ceux qui sont proches du gouvernement, ils ne fuient pas, ils sont là. On en a saisi, qui sont allés en prison et certains ont été blanchis par la suite. C'est cela qu'on veut. Quand on vous soupçonne de quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes fautif. Todomé, une partie du marché d'Antokpa a connu un incendie dans la nuit du 7 au 8 mai dernier, juste un mois après le dernier incendie déclaré dans ce centre commercial. Les pertes s'engrainent comme les grains d'un chapelet et les victimes s'en remettent au chef de l'État pour leur venir en aide. Des propos recueillis par Carles Kitomé, Prudencio Kofi et Quentin Amoussou. Je suis dans le groupe des vendeuses de Cosette Zignam, Télibo. Ce qui m'a amené ici ce matin, c'est que le vendredi, c'était le vendredi 7, non, vendredi nuit, à 1h du matin, notre place là a pris feu. Ça a brûlé le vendredi nuit jusqu'au samedi matin. Donc quand on m'a appelé, moi on m'a fait appel le samedi à 7h. Je suis arrivé là-bas, tout est déjà brûlé. Mon hangar, il n'y avait plus rien. Alors que 2 jours avant ça, on est venu me livrer
les marchandises. J'ai pris au moins 8 sacs de cosettes d'igname. Le sac est à 70 000 maintenant. Le petit sac, le grand est à 80 000. Donc j'ai pris 4 de chaque. J'ai pris 4 sacs de 70 000 chez une dame. La seconde dame aussi m'a donné 4 sacs de 80 000 de cosettes et 2 sacs de manioc. Le manioc est à 30 000 maintenant. Donc je vends du miel aussi. J'ai 2 bidons de miel là, 2 bidons de 25 litres là. Le bidon de 25 litres est à 40 000 le bidon. Donc les 2 bidons font 80 000. Les cosettes là, si on doit tout chiffrer maintenant, ça dépasse déjà 800 000. Donc tout est brûlé. Le hangar, tout, il n'y avait plus rien, le parasol, les tables, tout. Je n'ai pas trouvé une aiguille. Donc maintenant, on demande le secours du gouvernement. Si le gouvernement peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ça nous fera plaisir. Parce que ce que moi je sais est que si Dieu ne ferme pas une porte, il n'ouvre pas une autre. Face à cette situation, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, demande une profonde étude de la situation afin d'éviter une répétition de ces drames dans la fréquence inquiète. Le mal est profond. Le mal est profond. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace à Dantokpa. Et nous avons hérité de ce point-là, le point de promiscuité qui se pose à Dantokpa. Nous l'avons hérité. Et nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse quand même désengorger le marché. Et celui qui a vu, le premier citoyen béninois qui a vu ce mal, c'est le chef de l'État. Et qui rapidement a déjà anticipé sur les choses en lançant la construction de nouveaux marchés pour pouvoir désengorger Dantokpa et finir avec ce problème, avec cette situation qui s'observe dans le marché. Vous voyez? Donc c'est ça. Le mal est profond. Au lieu de distraire l'opinion, il faut qu'on arrive à identifier le mal et à chercher à trouver la solution à ce mal-là. C'est mieux que de distraire les gens, c'est mieux que de... En 2007, la zone Tordomain a connu 3 fois l'incendie en 2007, la zone Tordomain. Donc ce n'est pas une première dans l'histoire de la SOGEMA, ni dans l'histoire de Dantokpa. C'est vrai, ce n'est pas des choses qu'on doit souhaiter, mais disons-nous la vérité. Nos usagers ne veulent pas respecter les principes. Nos usagers, c'est vrai qu'il y a déjà le point de promiscuité qui se pose, mais il y a aussi le problème d'éducation qui se pose. Parce que les usagers ne veulent pas respecter les limites qui leur reviennent. Et tout ça là, ça pose problème. Tous les jours, on est dans le marché. Tous les jours, je peux vous faire voir la note de service qui a été prise à cet effet. Tous les jours, on est dans le marché pour dégager les voies, pour libérer les espaces, afin que la circulation soit beaucoup plus fluide dans le marché. Mais lorsqu'il y a un incendie dans le marché, la première des choses, c'est de travailler, c'est de chercher, c'est d'identifier les causes de l'incendie. Si c'est venu par des individus, ou c'est causé par la nature, ou c'est causé par l'électricité qu'on sort, il revient aux enquêteurs de nous clarifier cette situation afin qu'on prenne les dispositions nécessaires pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus. Tous ceux-là qui sont en train de saboter les efforts de la SOGEMA, c'est parce qu'ils veulent distraire l'opinion. Ça, il faut que je vous le dise. Le problème qui amène les incendies dans le marché, c'est plus profond. Et la SOGEMA a fait sortir une note de service depuis 2017 où chaque semaine, un comité doit descendre dans le marché 2 fois, je crois 2 ou 3 fois par semaine pour gérer, pour libérer les voies. Vous voyez, pour gérer la libération des voies. Et c'est un peu ça. Bon, on ne peut pas nous dire qu'on ne fait pas d'efforts. Ce n'est pas qu'on encourage ça. Ça fait mal parce que quand ça arrive une fois, ça crée des désagréments, ça crée des pertes et ça crée des dégâts matériels à nos usagers. Donc ça fragilise également la SOGEMA, parce que s'il n'y a pas marché, la SOGEMA ne vivra pas. La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Prudencio, a au cours d'une émission télévisée souligné qu'après la victoire par KO du chef de l'État, place aux actions de développement. La présidente de l'UDBN s'est par ailleurs prononcée sur les priorités de son parti.
Il s'agit pour elle de contribuer à la réussite de la cérémonie d'investiture du président de la République réélu, de se mettre résolument au travail pour apporter sa contribution à la réalisation de l'ambitieux programme de gouvernement 2021-2026. Selon Claudine Prudencio, beaucoup de grands chantiers sont ouverts et leur concrétisation va hisser davantage le Bénin au rang des pays émergents. Sur le plan politique, la formation politique qu'elle dirige se prépare activement pour les élections législatives de 2023. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Soudan, l'installation de nouveaux parlements élargis figurait parmi les mesures clés de l'accord de paix signé en 2018 entre Salva Kiir et son rival Riek Machar, accord qui a mis fin à 5 années de guerre civile. Cette dissolution prononcée samedi 8 mai au soir aurait dû avoir lieu il y a plus d'un an, en février 2020, en même temps que la formation du gouvernement d'union nationale. C'est ce que prévoyait l'accord de paix, car elle œuvre à la mise en place d'une nouvelle assemblée dont la composition avait été négociée dans l'accord. Elle doit passer de 400 à 550 députés, dont 332 seront nommés par le président Salva Kiir, 128 par le vice-président Riek Machar et 90 par les autres parties signataires de l'accord. Le Conseil des États, l'équivalent du Sénat, également dissous ce samedi, doit quant à lui passer de 50 à 100 membres. En Algérie, le secteur de l'éducation est en grève pour 3 jours à l'appel des 14 principaux syndicats du secteur enseignant, de l'école élémentaire, moyenne et secondaire. Personnel de l'administration centrale et technique ont débraillé depuis ce dimanche 9 mai selon le président du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique qui parle d'une grève très bien suivie à travers le pays. Pour Méziane Mériane, président du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, les enseignants ont des revendications salariales sur leur retraite, mais surtout, ils demandent des solutions à leurs problèmes. Ce leader syndicaliste parle d'un secteur de l'éducation désespéré. Des centaines de Palestiniens ont été blessés lundi lors de nouveaux affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est après un week-end de violence dans la ville sainte, selon les secouristes palestiniens. De nombreuses heurts entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est ont fait des centaines de blessés lundi 10 mai selon le Croissant Rouge palestinien. Face à cette escalade de violence, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue dans la journée de ce lundi sur la situation à Jérusalem à la demande de la Tunisie. Sport pour mettre un terme à cette édition. 7e journée de la Super League Pro. Fin de série noire pour Audio FC qui a battu à domicile Beki FC 2-1. Suivez les moments forts du match.
Après la fin du temps réglementaire, les deux entraîneurs ont débriefé le match. Suivez leurs impressions au micro de Setonde Larios à Djagbenon. Tenez-vous bien le championnat. C'est une course de marathon. On va essayer de retourner au Bercail et puis essayer de corriger ce qui n'a pas été. Vous avez vu ce que nous avons présenté ce soir, vraiment, c'est pas ça, mais on va retourner au Bercail et puis essayer de corriger ce qui n'a pas été. Aujourd'hui, vous allez voir que le côté arbitral, nous sommes des techniciens, on ne se prononce pas là-dessus, mais c'est des gens qui doivent aussi revoir leur copie. Hein, ça. Et puis secondé, au niveau de l'équipe adverse, certes l'équipe a gagné, mais l'équipe ne m'a pas convaincu par rapport à la prestation et autres. Mais c'est le football, vous savez, il faut savoir gérer. Ils ont remporté les 3 points. Nous on retourne au Bercail, on va corriger ce qui n'a pas été. Tactiquement, les poulons ont été disciplinés jusqu'à 90%. Les 10% qui restent, c'est parce qu'il fallait aussi. Vous avez l'impression quand vous gagnez un certain nombre de matchs et que vous avez encore un autre match à jouer à domicile, il y a cette peur, il y a cette pression qui anime et que tactiquement, à un moment donné, bon, chacun joue un peu à ce qui vient dans sa tête pour sauver les meubles. Cela a fait que tactiquement, on a été un peu moins discipliné à la fin du jeu. Il y a des moments forts et puis des moments faibles. On n'a pas su gérer nos moments faibles, donc ça nous a coûté cher et c'est ça. Les défaites que j'ai enchaînées m'ont donné de fil à retordre et qu'aujourd'hui maintenant j'ai renoué avec la victoire. Je crois que c'est de bonne guerre. Nous allons plus travailler pour que tout revienne encore parce que nous sommes une équipe gagnante. C'est vrai, nous sommes un petit poussé, mais nous allons essayer quand même de renouer avec la victoire de façon continue. Les Dragons de l'OM ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée. Les Oranges et Noirs ont surpris AS Cotonou sur ses installations, 1-0 grâce à Jean Oguchi. Entre déception et satisfaction, Youssouf Tiamiou, entraîneur de l'AS Cotonou, et son homologue des Dragons, Lafiou Yessoufou, se sont exprimés à la fin du match. Propos recueillis par Colombo Rousseau et Samuel Aguiar. Ce n'est pas facile à digérer. Quand on voit l'équipe en face de nous, ils sont beaucoup plus expérimentés, il y a plus de maturité en face par rapport aux gamins, ils sont plus jeunes. La différence, c'est l'expérience. Nous, on va continuer à travailler et c'est l'attaque qui n'a pas beaucoup marché parce qu'on a eu des occasions, on n'a pas concrétisé. Ouais, c'est une satisfaction, une grande satisfaction. Il faut reconnaître que nous avons mal démarré la Super League Pro, mais je pense que c'est le football et nous pouvons nous rattraper et nous avons commencé, nous allons nous battre jusqu'au dernier moment. Nous avons joué contre une équipe de l'AS Cotonou très bien en place. Vous avez vu comment ils ont joué, c'est une équipe qui joue très bien, ils ont un bon groupe et je pense que ça n'a pas été facile, mais l'essentiel, ce qui compte, c'est d'avoir les 3 points, nous l'avons ce soir. Dans les autres matchs, Assos et Requins se sont neutralisés sur le score d'1 partout à Miserete. Éternel FC et Aema FC se sont séparés sur un score nul et Viège a craqué. Score identique dans le duel entre Dynamo de Parakou et Damissa. Enfin, les Buffles FC du Borgou ont fait le strict minimum face à Eusaï FC, 1-0 et consolident leur fauteuil de leader. Les Bovidés de Parakou disposent de 14 points, soit 3 unités de plus que leurs poursuivants Beke FC et Ayema FC. Dans le bas de classement, on retrouve Éternel FC et Assos. Du volleyball dans cette édition, Alada Volleyball Club s'est incliné 3-7-0 face à Vessos Dam samedi lors de la 3e journée de la Ligue Pro. Les Adrésiennes restent dans les profondeurs du classement alors que leurs adversaires chippent la première place à étoile filante grâce à cette victoire. Chez les hommes, Alada a surclassé le champion en titre Finance Volleyball Club 3-7-0 et USB Sakaré a dominé Real Sport sur le même score. Au classement, Alada Volley Club a relégué Finance à la 2e place avec un ratio 1,30 contre 1,8 pour son adversaire. Real Sport et Énergie ferment la marche. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.